tu as une certaine tu as une certaine audience dans les milieux qu'on appelle à tort ou à raison dissidents, t'es un auteur qui est lu, qui est généralement apprécié, mais sur certains points, tu les prends pas mal à rebrousse-poil, ce que je trouve assez amusant et salutaire, qui est tout sur les questions de la méthode dialectique, de la méthode intellectuelle, que moi, en te lisant, tu me corrigeras si je me trompe, mais je qualifierais de rationaliste. Oui, ça Euh, va, alors que de plus en plus, il y a ce qui est peut-être une dérive, je ne sais pas, une tendance chez certains de nos amis ou de nos auditeurs ou de nos lecteurs à partir un peu dans tous les sens et à perdre cette rigueur-là pour aller plutôt dans une transcendance, un mysticisme qui est certainement le besoin de quelque chose de tout à fait compréhensible, mais je me disais, puisque je partage en grande partie, je dirais, ta méthode, je trouvais que ce serait intéressant de pouvoir un peu la défendre, quoi. si tu prends Kropotkin, Russell et Chomsky, tu te trouves tout le temps face à des gens qui sont, on va dire, plongés dans les sciences naturelles ou qui partent des sciences naturelles. Mm. Et moi aussi. Et donc, il y en a très peu dans les gens intellectuels de gauche, on va dire. C'est souvent des gens qui ont fait les philo, sociaux, etc. Et c'est vrai que ma perspective est très différente de la leur. C'est pas que je suis contre la leur par principe, mais je vois les choses toujours en partant, tu vois, d'un énorme scepticisme par rapport à la métaphysique, aux grandes généralisations, aux trucs qui ne sont pas empiriques, tu vois. Mm, bien sûr, Donc, ouais. en particulier le marxisme, Freud, enfin, patati patata, tout ça, j'en ai pas beaucoup lu ça, je m'intéresse beaucoup plus. Par exemple, un truc que je lis, ça peut te choquer peut-être, mais que je lis avec plaisir, c'est la sociobiologie ou la psychologie évolutive. Si tu parles de la dissidence, parce que c'est un phénomène très français de nouveau, tu vois, tu as des tas de courants critiques, par exemple, vis-à-vis de l'impérialisme du capitalisme, enfin, sous une certaine forme aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ou en Amérique latine, qui ne sont pas dans cette histoire de dissidence. La dissidence, c'est un truc très particulier à la France, avec Dieudonné, Soral, tous les gens autour d'eux. Bon, la dissidence, de toute façon, les frontières sont floues, donc c'est vrai qu'on parle de quelque chose dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, parce que c'est un terme générique que certains revendiquent, que d'autres accolent à d'autres. Par ce terme, j'entendais, je dirais, un front très hétérogène de gens qui aujourd'hui, notamment en France, mais ailleurs dans la francophonie, notamment en Belgique ou en Suisse, sont dans une opposition à un système libéral, à un système mondialiste, à un système capitaliste. Donc ça brasse large, mais je pense que l'union, l'unité a ses vertus. Et donc on trouve des sensibilités très différentes là-dedans. Mais disons le point commun, et c'est pour ça que même si, comme tu dis, tu n'en fais peut-être pas partie, tu es très lu dans ces milieux-là, c'est que ben tu es pas vraiment un défenseur du système bancaire, du grand patronat et Non, de la il y a des globalisation. gens. Non, bien sûr, mais regarde, prends par exemple quelqu'un comme Sapir, par exemple, ou même Lordon et tout ça. Ces gens-là sont critiques du capitalisme, enfin, d'une certaine forme de capitalisme. Mais ils ne sont pas, je ne les mettrais pas dans la dissidence au sens où on entend le terme. Tu vois, ils n'auraient pas été au congrès de la dissidence, moi non plus d'ailleurs. Sous nos latitudes, c'est pas forcément les religions elles-mêmes qui progressent le plus rapidement, mais ce qu'on constate en tout cas à moyen terme, c'est le développement plutôt de formes de spiritualité alternative. Pour reprendre quelque chose qui touche, je dirais en gros notre milieu, pour parler très large, moi je remarque qu'il y a deux auteurs qui aujourd'hui paraissent être en odeur de sainteté alors qu'ils sont extrêmement difficiles à lire, que je maîtrise d'ailleurs très peu. C'est des auteurs comme René Guélon et Julius Evola. Je suis étonné que des auteurs aussi ardus soient sur toutes les lèvres, et ça me semble être quand même révélateur de quelque chose. Quand je pense à Guénon, moi j'ai pas trouvé compliqué, mais d'abord j'ai trouvé ça comique, j'ai pris emprunté la bibliothèque de mon université. D'abord, c'était vraiment la bibliothèque de théologie où je ne vais pas tous les jours, et il était pratiquement en lambeaux tellement il avait été emprunté, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les livres. Mhm. C'est vraiment pas tous les livres de physique. Et donc, ça m'avait amusé qu'il ait été tellement emprunté, je l'ai lu, mais les bras m'en tombaient. Je veux dire, le type, il croit. Tu vois, il a cette espèce de mystique que vraiment la civilisation, tu vois, qui est sauvée, c'est l'Inde. Tu vois, donc il a cette espèce de mystique de l'Inde qui est l'Inde traditionnelle, qui elle échappe au monde moderne. Tu vois. Mhm. D'abord, si tu allais en Inde à l'époque, je crois que c'était l'époque britannique, la misère était encore très grande, mais je veux dire, l'Inde cherche à échapper à cette condition traditionnelle. Tu vois, tous les dirigeants indiens, même ceux qui sont religieux, essayent d'échapper à cette condition traditionnelle. Ils essayent de moderniser leur pays. Alors c'est quand même un peu bizarre. Et moi, j'ai été en Inde, j'ai été quelques jours en Inde,
j'ai été dans des temples, mais je trouve ça horrible. Je comprends pas comment les touristes peuvent aller et trouver ça joli. Des gens qui sont misérables, qui sont à terre et qui font une offrande à une statue et qui, ou je sais pas quoi, et qui espèrent retrouver leur salut là. Peut-être qu'ils en ont besoin, peut-être que je sais, peut-être, je sais pas. Mais moi, je trouve pas ça. Je n'arrive pas à admirer cela, tu vois. Il a Ouais. une telle haine de la. En plus, tu vois, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le pire exemple des anti-lumières, tu vois. C'est vraiment le type qui, c'est vrai que j'en rencontre parfois, qui pense que voilà, les lumières, c'est un mauvais passage, c'est un espèce de cauchemar comme ça qui s'est emparé de l'Occident, qui va bientôt disparaître dans une catastrophe écologique globale, dans une guerre nucléaire, je sais pas quoi. Ils attendent la fin du monde pour se débarrasser de ce truc tellement horrible qu'ils appellent les lumières. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai vécu dans un milieu très obscurantiste et je suis très content d'en être sorti. Et des centaines de millions de gens dans l'histoire se sont enfuis du joug des sociétés traditionnelles. Les révolutions du XXe siècle, c'est souvent des révolutions contre les sociétés, en partie contre la tradition et Mm. en partie contre d'autres formes d'oppression comme le colonialisme, l'impérialisme, etc. Mais je veux dire, il y avait quand même une révolte contre justement les traditions, par exemple dans la révolution chinoise, vietnamienne, etc. Et je comprends très bien pourquoi les gens ont voulu s'enfuir des traditions, parce que c'est très oppressif. Guénon, c'est vrai qu'il y avait cette recherche de la tradition primordiale qui pensait pouvoir unir l'Orient et l'Occident. Et voilà, ben, un de ses livres s'appelle quand même Révolte contre le monde moderne. Et moi, j'ai l'impression, je précise que c'est des auteurs que je connais très peu, mais j'ai l'impression que chez les lecteurs contemporains de ces auteurs et d'autres, cette crise mystique, elle est elle est réactive, peut-être en grande partie, mais elle est réactive contre un ordre social, un ordre économique qui lui est considéré comme le matérialisme absolu, l'absence de transcendance absolue qui est justement l'ordre capitaliste tel qu'il existe, la marchandisation, le consumérisme, tout ça c'est le règne de l'objet et peut-être que beaucoup de gens se disent ah ben on a besoin d'un souffle d'air frais face à cette idéologie de la marchandise et ce souffle d'air frais ce sera d'avoir des visions un petit peu plus élevées, un peu plus transcendantes. Si tu prends le sommet du système qui est le pouvoir militaire américain, il a quand même été exercé par un type qui était un bigot de première, c'était Bush. Mm. Et Obama, il est peut-être hypocrite, mais quand il y a eu le problème dans le golfe du Mexique où il y a eu une fuite de pétrole de British Petroleum là, qui a été une catastrophe, il a quand même appelé à prier, tu comprends? Donc je veux dire, ils font ça tout le temps. Donc, je vois pas où est le matérialisme dans ce monde. Tu vois, quand Sarkozy, il a dit que les curés, c'était quand même mieux que les profs pour former les élèves, etc. Donc, où est le matérialisme dans les maîtres du monde? Moi, il y en a sans doute qui le sont, mais il y en a qui ne le sont pas. Mais le fait que certains dirigeants de cet ordre, non pas cet ordre mondial, comment dire, mais des pouvoirs tels qu'ils s'exercent actuellement, que ce soit le Bush, l'évangéliste, ou bien Sarkozy qui fait deux trois provocations de type religieuse, est-ce que c'est pas un petit peu anecdotique et est-ce que au lieu de regarder la foi de ces individus particuliers, on ne devrait pas examiner le système qui est le leur et qui lui est quand même complètement de type matérialiste, comme l'est par nature le capitalisme. Je n'aime pas, si tu veux, cette réaction que les gens qui se disent antimatérialistes ont et qui est en fait anti-hédoniste et que je trouve religieuse un peu, qui glorifie, si tu veux, la souffrance, quoi. Ils appelleraient l'effort peut-être, mais la souffrance en tant que telle. Moi, j'ai rien contre l'hédonisme. Je suis pour une société où les gens sont heureux, font ce qu'ils veulent, voilà. Évidemment, c'est pas possible. D'abord, c'est pas possible pour des raisons matérielles. Il y a pas assez. Il y a trop. Le problème fondamental, c'est quand même la sous-production dans le monde. C'est pas la surproduction. C'est la sous-production de biens vu les besoins de l'humanité en dehors d'Europe, en dehors des États-Unis, en dehors de l'Occident. De toute façon, il y a beaucoup de confusion dans les termes que tous utilisent. On peut parler du matérialisme comme d'une méthode scientifique, on peut en parler comme d'un système effectivement qui réduit tout à la matière, et de même pour l'hédonisme. Je comprends ta défense de l'hédonisme, mais la manière dont on l'entend dans la bouche de ceux qui l'attaquent, c'est avec derrière un a priori moral qui est très différent et qui en fait presque un synonyme de décadence, ce qui n'est pas le synonyme de bonheur évidemment. La seule chose qui nous réunit peut-être, c'est la raison, tu vois, parce que les religions, les doctrines, tu vois, de ce type-là, il y en a trop, quoi.
et on n'arrive pas à les mettre ensemble. On peut toujours dire qu'on croit dans le même Dieu, mais quand tu passes à la pratique, tu vois bien que c'est pas le cas, et des gens s'entretuent au nom du même Dieu. L'exemple de Chavez, qui est effectivement un personnage que j'appréciais, je pense qu'il a raison d'avoir comment dire d'avoir défendu la laïcité de son gouvernement, et je pense que sa foi personnelle catholique, même sous des formes politiques telles qu'il l'exposait dans ses discours, n'était pas problématique. Moi, je trouve ça comique que les dissidents aiment bien Chavez. Chavez parlait de Jésus, ça c'est vrai, mais il était très laïque, anticlérical, dans le sens qu'il était contre le pouvoir de l'Église. Pour reprendre l'exemple de Chavez et le rapport de Chavez au catholicisme, il y a un truc qui me plaisait dans ce néo-socialisme, c'est qu'il avait l'avantage sur les socialistes historiques de l'époque URSS de ne pas mépriser et réprimer les croyants, la foi populaire, en l'occurrence au catholicisme, mais de les tolérer alors on pourrait dire dans une forme de libéralisme politique où sans le sort que connaissaient les peuples religieux en URSS, en Chine ou ailleurs. Cette histoire de l'URSS et de la Chine, c'est un aspect de l'histoire, mais on ramène toujours ça comme si c'était un des seuls aspects. Mais Arbenz au Guatemala, je crois, il a été renversé par la CIA, mais peut-être qu'il n'avait pas le temps, mais il n'aura jamais persécuté les croyants, jamais personne. À Cuba, les persécutions des croyants en tant que telles ne sont pas énormes. Il y a eu des conflits avec l'Église, mais la persécution des croyants en tant que telle, elle n'est pas terrible. Je veux dire, de nouveau, bon, peut-être que c'est pas parfait, mais c'était pas Staline. Et même sous Staline, dès qu'il y a eu la guerre, il y a eu la paix avec l'Église, etc. Donc, c'est une histoire très compliquée qu'on simplifie, mais je veux bien admettre qu'il y avait des persécutions de croyants dans les pays dits socialistes, j'ai pas de problème avec ça, à admettre ça. Mais d'autres personnes, tu vois, je sais pas si Correa, par exemple, est tellement chrétien. Je veux dire, il y a quelque chose qui sépare la politique, si tu veux, de la religion. Je trouve qu'Allende, il est très proche de Chavez, il a tué. Mais lui, il n'invoquait pas la religion. Tu vois, il était en plus, je trouve que Chavez pourrait avoir sa foi personnelle, mais je trouve ça gênant. Là. Tu vois, quand il dit c'est la volonté du peuple, ça je l'ai entendu dire, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu, ça je trouve ça abusif. Mais bon, il peut le faire, évidemment, mais moi je trouve ça abusif, j'aimerais pas ça, si j'entendais ça, j'aimerais pas ça. La différence, c'est qu'effectivement, avoir cette attitude-là, que ce soit en le disant comme Chavez ou sans le dire comme Allende ou d'autres, c'est une manière de refuser peut-être ce qui est un des pires travers du communisme historique, c'est-à-dire cette table rase qui veut pas, qui refuse de prendre le peuple tel qu'il est dans un terroir et une culture et qui veut en faire le dessiner sur une page blanche, comme disait Mao. Et là, je pense que c'est quand même la supériorité du néo-socialisme sur l'ancien. Moi, je vois le socialisme comme un prolongement du libéralisme, contrairement bon les libéraux actuels. Les libéraux actuels, pour moi, ne sont pas libéraux. Tu vois, les libéraux actuels sont des apologistes du pouvoir, de l'État, quand il s'agit des États militaires puissants occidentaux, etc., ou du grand capital dans ses formes les plus oppressives et prédatrices. Tu vois, les libéraux classiques ne pensaient pas au développement de la grande industrie, ils ne pouvaient pas l'imaginer. De même que, si tu veux, Marx ne pouvait pas imaginer l'Union soviétique. Ça, c'est des trucs, si tu veux, où on a l'impression que les gens, parce qu'il y a un mot qu'on retrouve à différentes époques, les fondateurs devaient avoir anticipé ce qui allait se passer après sur le même nom, marxisme, etc. Et ça me paraît idiot. Je veux dire, personne ne peut tout prévoir. En 68, on n'a pas prévu la Mitterrandie. Je t'assure que quand je disais libération, que j'étais jeune, on ne pensait pas que ça allait devenir la saloperie que c'est devenu. On peut même dire que mai 68, ça a été une fin du politique, parce que je connais quelqu'un qui était très impliqué dans la guerre du Vietnam, et elle me dit que justement, elle était intéressée par toute l'agitation contre la guerre qu'il y avait en France, et qui s'est arrêtée en 68, parce qu'après 68, ça a été le personnel, le nombrilisme, est-ce qu'il y a, tu vois, les gens ont commencé à regarder leur nombril, est-ce qu'il y avait en dessous. Voilà, exactement. Et on est rentré, le personnel is political, ça c'est le slogan de la personne américaine, le personnel est politique, mais non, pas nécessairement. C'est très fort ce qu'il y avait en 68, c'est que les gens se sont détournés de la politique parce qu'ils ne voyaient pas de perspective, alors voilà, ils ont élevé comme on disait, élever des chèvres au Larzac, c'était une façon de fuir ou aller, je sais pas, dans un truc en Inde. Comme tu le disais avant, ce défaut, on le retrouvait chez les 68ards, parce que il y a une chose qui m'a toujours énervé chez ces gens-là, mais que je remarque chez certains de nos amis, c'est les gens qui emploient le vocable, par exemple, de révolution personnelle ou de révolution intérieure. On a l'impression que cette idée de révolution intérieure ou individuelle, c'est non pas, comme ils le disent, le premier pas
vers la révolution politique, mais au contraire son renoncement et son transfert sur comme tu le dis, sur le nombrilisme, sur le moi. J'ai toujours trouvé cette tendance psychologisante et voire narcissique assez désagréable, et elle trouve ses racines dans une forme de transcendance. Là, disons, je te rejoindrais sur le primat du rationnel qui est absolument nécessaire pour engager une vraie action vers l'extérieur, vers le public, c'est-à-dire dans une définition strictement politique. Est-ce que l'esprit religieux ou porté vers la transcendance est pas susceptible d'aggraver cette attitude attentiste dont on souffre Mais de ça toute dépend de quelle façon? attitude Parce que religieuse tu as. Par quand on a exemple, une tu vois, par vision exemple, eschatologique ou téléologique, finaliste, on aura tendance à moins bien sûr, s'activer. si effectivement tu attends un retour d'un monde, je ne sais pas, où la religion jouerait un rôle central, je pense que tu es dans une situation totalement, oui, une espèce d'attentisme qui ne mène à rien. On le remarque justement, ne serait-ce qu'en se promenant sur les réseaux sociaux, de voir qu'une grande partie des gens qui sont mécontents des mêmes choses que nous, révoltés par les mêmes choses que nous, à cause de cet esprit-là, vont avoir tendance à être dans un pessimisme, voire un fatalisme qui est peut-être d'ailleurs aussi qui est peut-être simplement aussi une posture un peu nihiliste, cynique, mais vont pas être du tout, pour reprendre Lénine, dans le que faire, parce qu'au moins, même si, malgré la critique qu'on peut faire du léninisme, le principe du que faire, c'est le contraire de l'attentisme, c'est le fait de dire édictons un programme et faisons les choses, alors que se désespérer sur la décadence ou les maux qu'on subit, avec un esprit un peu eschatologique, ça risque d'être une constante râlerie, une constante mauvaise humeur qui ne débouche pas ni sur la révolution, ni même sur la réaction d'ailleurs. Moi, je les comprends, c'est un peu une réaction de désespoir, mais je comprends le désespoir parce qu'il y a beaucoup de raisons d'espoir. Oui, évidemment, je pense que cet attentisme est contre-productif. À la rationalité sous ces différents avatars politiques au cours du temps, depuis le culte révolutionnaire de la raison en passant par le matérialisme dialectique et voire le positivisme, se sont aussi présentés, en tout cas pas forcément présentés, mais imposés comme des idéologies au même titre que ceux qu'elles combattaient. Donc on n'était pas forcément non plus dans la démarche critique et analytique. Je veux dire, le fait qu'on a embaumé Lénine, qu'on a fait le mausolée, etc., tout ça, ils ont créé une forme de religion, entre guillemets, matérialiste. Mais c'était pas matérialiste. Mais c'est pas correct de dire, tu vois, je pense que quand Russell disait il disait les communistes ne combattent pas la religion, ils ont simplement créé leur propre religion. C'est comme dire que l'islam combat la religion. Non, l'islam a combattu le christianisme et vice versa. Mais ils ne combattaient pas la religion, ils ont créé leur propre religion qui effectivement n'a pas pu s'installer ou durer comme l'a fait le christianisme, qui a pris des siècles pour s'instaurer. Il y a deux aspects à la question, j'ai l'impression. Il y a la question de la cohérence, il y a la question de la communication, parce que s'il y a bien quand même, peut-être que le progressisme est une voie qui ne cessera jamais, on ne le sait pas, mais en tout cas une chose paraît encore plus certaine, c'est que ce besoin spirituel de l'homme peut bien faire partie de la condition humaine. À partir de là, comment est-ce qu'on communique dans une démarche politique autour d'une chose comme ce rationalisme cohérent, qui n'est pas facile. C'est un message qui n'est pas facile à faire passer et qui va se heurter à des réticences, sans doute d'ordre psychologique, mais qui existent quand même. Il suffit pas d'avoir, disons, c'est bien d'avoir raison, mais il suffit pas d'avoir raison tout seul. À vouloir rationaliser ces choses-là, qui font partie qui parlent de besoins primordiaux de l'homme, on risque pas de se couper d'un auditoire attentif. Bon, c'est vrai que dans les discours politiques, même ceux qui ne sont pas religieux, il y a des aspects sentimentaux, etc. Ils appellent la classe ouvrière, Oui, la voilà, c'est ça que je veux nation, dire. je Oui. sais pas quoi. Ça, je suis d'accord. Mais n'empêche, il y a un moment donné où il y a une question de programme. Qu'est-ce que ça implique en termes de programme? Il n'y a pas que la rhétorique, il y a un programme derrière. Mm-hmm. Donc un programme de transformation radicale de la société ou de transformation non radicale de la société. J'ai l'impression que dans la comment dirais-je, en absence de programme concret, dans la dissidence, ce qu'on appelle la dissidence, on attend Godot, on attend la révolution. C'est la même illusion qu'il y avait en 68, parce que quand tu traînais dans les milieux gauchistes, enfin, ou ce qui est devenu, ce qu'on appelle maintenant gauchistes, ou les milieux radicaux en 68, tu avais l'impression que la révolution était pour demain, parce que tout le monde ne parlait que de ça. Mm-hmm. Et si tu sortais de là, dans la rue, tu allais voir tes voisins, tu allais regarder un peu la société à une autre échelle, ce que moi je ne faisais pas beaucoup, à vrai dire, tu te rendais compte qu'elle n'était pas là, la révolution. Et c'est la même chose maintenant. Et donc je pense qu'effectivement, il faut travailler concrètement à changer les choses, mais sans fantasmer que le monde moderne va disparaître et que on va revenir, je ne sais pas quel âge d'or qui n'a jamais existé, tu vois.
et qu'il faut essayer d'améliorer la situation. Par exemple, il y a des chantiers, il y a le chantier de la paix, il y a aussi les questions évidemment de la souveraineté nationale, il y a la question de la démocratie, il y a la question de la liberté d'expression, tous ces trucs-là. Mais tous ces trucs-là, évidemment, se font dans le cadre d'une pensée globalement moderne. Tu prends le mouvement, par exemple, en Angleterre, on a la guerre en Syrie, aux États-Unis, tu as quand même eu un mouvement, entre guillemets, de masse, c'est-à-dire qui regroupait beaucoup de gens, mais évidemment pas les travailleurs, qui regroupaient probablement beaucoup d'intellectuels ou de gens préoccupés par les questions politiques, mais qui ont quand même fait une pression sur leurs députés ou leurs représentants, qui les a amenés à rejeter la guerre. Et ça, c'est quand même un truc, si tu veux, que je trouve positif et qui implique une action politique. Il faut transformer la querelle contre le système en propositions politiques concrètes, réalisables à court terme, et éventuellement d'autres à long terme. Il faut faire la distinction entre les deux, et il ne faut pas rêver, enfin en tout cas moi je ne rêve pas d'une abolition du monde moderne, de la laïcité, la liberté, etc., etc. Il y a des gens qui sont dans l'espoir d'une restauration, d'une contre-révolution, etc. Moi, c'est pas mon espoir, et dans l'état actuel des choses, ça ne me paraît pas très probable. Parce que même si tu veux le Front National, on va dire même le Front National qui n'est pas tout à fait comme ça, mais où il y a des courants comme ça qui y sont, ils sont devenus, on va dire, réformistes, ils essayent de transformer le système de l'intérieur, mais pas de l'abolir, ils n'ont plus de projet révolutionnaire. Si tant est qu'ils n'en ont jamais eu, parce que leur problème à eux, à l'extrême droite, c'est toujours de rassembler les gens. Ils ont aussi ce problème qu'ils ont des gens qui sont des nostalgiques d'un truc, des nostalgiques d'un autre truc, qui voudraient recréer l'Algérie française, d'autres c'est Pétain, je sais pas quoi. Et donc avec ça, ils n'ont pas de programme commun, tu vois. Moi, je compare un peu la situation avec le FN et les dissidents, un peu comme le Parti communiste et les gauchistes en 68. Tu vois, le Parti communiste est un mouvement de masse, il avait une importance qui est un peu comparable à celle du FN aujourd'hui, et les gauchistes c'était des dissidents, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient plus radicaux que le FN à certains égards, plus radicaux que le FN ou le PC à certains égards, mais en fin de compte, le mouvement de masse dont ils se sentaient le plus proche, c'était toujours celui-là, tu vois. Et c'est un peu bizarre, évidemment, personne n'aimerait cette comparaison, mais moi je trouve que la comparaison est assez juste, et j'ai l'impression que la dissidence, comme le gauchisme en 68, aura du mal à trouver un terrain d'accord, tu vois. Puis après, ils sont tous retrouvés dans la Mitterrandie, et finalement pas tous, mais beaucoup, une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Et là, c'était pas le PC, mais disons, le PC était encore important quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Mais je ne sais pas ce qui se passera si le FN arrivait au pouvoir, si mes gauchistes à moi, c'est-à-dire la dissidence, s'inséraient dans l'appareil d'État, j'en sais rien, ce serait comique. Mais... C'est aussi le jeu des alliances circonstancielles, et on en parle de plus en plus aujourd'hui, où les gens s'engagent moins facilement dans des partis avec un programme global, mais s'engagent plus facilement pour des initiatives précises, ponctuelles, et c'est peut-être d'ailleurs pas plus mal. Je ne les vois pas constituer un mouvement politique de masse, quoi. Parce que justement, il y a trop de... Tu dis il y a une unité, mais il n'y a pas d'unité, il y a le mot, mais en fait, il y a énormément de différences. Il y a des gens qui sont très religieux, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et puis dans les religions, ils ne s'entendent pas tous entre eux, hein, parce que Christine Boutin fait partie de la dissidence, parce qu'elle compte le mariage pour tous, alors qu'en même temps, elle trouve que son Dieu est juif et elle soutient Israël à cause de ça, quoi. En réalité, on s'attaque à un problème de type psychologique, parce que dans une perspective de praxis, dans une perspective politique, la question qu'on se pose, c'est pas simplement qui a raison, mais qui est-ce que la raison convainc ou ne convainc pas. Et je pense que l'évolution irrationnelle qu'on constate dans une partie de l'opposition ou de la dissidence, elle est due en réalité à un besoin de type psychologique chez les individus qui l'éprouvent. Tu n'as pas l'impression que, enfin, quand Malraux disait le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, c'est exactement ce à quoi on assiste. Ce qu'on remarque, c'est que finalement, et là on en revient à cette question du rationalisme, c'est que dans un cadre politique, dans un cadre démocratique, dans le cadre d'une démocratie d'opinion à base de polémique et de mobilisation populaire, c'est pas forcément la froide raison qui remporte le plus de succès. On a des leaders d'opinion dont, si on les examine de point de vue dialectique ou philosophique, on voit de grosses faiblesses, mais ils ont un charisme et donc une force. Écoute, cette histoire de besoin, moi je sais pas qui a besoin de quoi. Moi, j'en ai pas besoin, donc je ne sais pas ce que les autres ont besoin. Je trouve souvent ça paternaliste de dire que les gens ont besoin de ça. Est-ce que les gens ont besoin d'être alcooliques ou de fumer, etc. J'en sais rien, parce que ça évolue avec le temps, ce genre de choses. Moi, tu vois, on me ressort tout le temps ça, mais de nouveau, comme scientifique,
bon, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais est-ce qu'ils font ça parce qu'ils croient, ils font une erreur de raisonnement, ou bien est-ce qu'ils font ça parce qu'ils ont besoin? Moi, quand je discute avec des religieux, ils ne me disent jamais, tu sais, j'ai besoin, comme quelqu'un, voilà, je suis désolé, je ne peux pas me passer d'alcool, de fumer, ou je ne sais pas quoi. Ils disent jamais ça, ils disent Ah non, bah non, je crois évidemment. en Dieu, parce qu'il y a une cause première, parce que le Coran, il y a les miracles du Coran. J'ai beaucoup de discussions chez Tom, j'ai des débats avec le primat de Belgique, j'ai eu des débats avec toutes sortes de gens. Donc, si tu veux, je suis assez habitué à leurs arguments. Et leurs arguments, c'est jamais, tu sais, je ne peux pas m'arrêter, je suis désolé, j'aimerais bien m'arrêter de boire, mais je peux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont besoin d'aller sur la route en se flagellant, en montant à genoux, faire un pèlerinage. Tu aurais observé le christianisme il y a quelques siècles, tu aurais dit, mais ça, c'est vraiment dans la nature humaine. Maintenant, il n'y a plus personne qui fait ça. Il y a une espèce de paternalisme chez les non-croyants, ou chez les croyants ou les croyants modérés, qui ont tendance à dire, ouais, ces gens-là, les pauvres petits, là, ils croient, mais en fait, ils ne croient pas vraiment, ils ont juste besoin, quoi. C'est comme une drogue, c'est l'opium du peuple. Mais je trouve ça assez condescendant. Tu vois. Je vois le danger comment dire, d'un écueil paternaliste dans le fait de considérer comme ça ceux de notre entourage qui croient à une quelconque transcendance, mais cet écueil me semble moins pire que les tenir dans le mépris des gens qui se trompent et qui sont dans l'erreur et ça, justement, entre deux mots, il me semble que moi qui suis non pas un athée mais plutôt un indifférent, j'ai l'impression, comme je fréquente beaucoup de gens, de musulmans, de catholiques ou de simples mystiques, j'ai l'impression que derrière il y a sans doute un besoin humain, et je le dis sans condescendance, que je pourrais tout à fait comprendre, si ce n'est que moi, ce besoin, ou je ne le ressens pas, ou alors je le remplis, je le réalise dans d'autres types de rapports et d'activités, notamment à l'art, à la musique, à bien d'autres choses. Mais je suis pas sûr que cet effort de compréhension soit vraiment quelque chose de type paternaliste. Je me suis jamais trouvé dans une situation de détresse qui me pousserait à développer cet aspect-là de ma personnalité qui n'existe peut-être pas d'ailleurs, mais je pense qu'on peut avoir quand même une certaine compréhension bienveillante sans partager cette perspective-là. Tu vois, moi, le problème, c'est que j'ai cette évolution. J'ai été endoctriné, comme d'autres sont endoctrinés avec la propagande de guerre ou je ne sais pas quoi. J'ai été endoctriné à la religion catholique et j'y ai cru et je l'ai rationalisé pour moi-même et puis après, je l'ai abandonné quand quand j'ai dû faire face à des objections. Donc, si tu veux, pour moi, il est possible de changer d'avis et il est possible d'avoir un avis parce qu'on est endoctriné du matin au soir. Et alors, il est aussi possible d'en sortir et sans jamais. Enfin, c'est vrai que je croyais que c'était un besoin, c'est-à-dire je croyais aussi que si je perdais la foi, comme on disait à l'époque, ce serait une catastrophe. Et quand j'ai perdu la foi, ça ne s'est rien passé. Tu vois. C'est une des choses qui entretient la foi, c'est de te dire que si tu la perds, alors tu vas être très malheureux. Ils te disent ça. Les gens qui t'endoctrinent te disent ça. Ça fait partie de leur système de croyance. Mais c'est aussi une croyance arbitraire, parce que les gens ne deviennent pas tous très malheureux quand ils perdent la foi. Mais ce qui t'a amené à remettre en question cette croyance, est-ce que ça a un rapport avec tes recherches en physique, tes recherches en sciences exactes? Non. Ça, c'était un méli-mélo, si tu veux, de l'esprit de 68, c'est-à-dire qu'évidemment, on mettait en question beaucoup de choses. Et alors, il y avait évidemment un mélange d'arguments rationnels et un mélange de trucs sentimentaux, on va dire. Ça, c'est vrai. Mais il y avait des discussions rationnelles. Je me rappelle que j'ai rencontré. Il faut se rendre compte aussi que c'était impossible dans notre milieu catholique. Le monde catholique était complètement fermé sur lui-même. C'était impossible de rencontrer des incroyants quand tu vivais dans ce monde. Donc, les écoles, d'abord, c'était un pensionnat, tu étais enfermé toute la semaine. Puis dans les familles, tu rencontrais pas beaucoup de monde. Puis quand tu allais à l'université, tu allais à l'université catholique, où tous les gens venaient d'écoles catholiques, où tous avaient été endoctrinés, pas tous autant que moi, mais quand même. Et donc, si tu veux, c'était pas facile de rencontrer des juifs ou des athées ou même des protestants, ou je sais pas, n'importe qui n'était pas catholique, tu vois. Et quand j'ai rencontré quelqu'un qui ne croyait pas, j'étais tout à fait décontenancé parce que moi je suis venu avec tous mes arguments et il les a démolis, quoi. Mais qu'est-ce que tu répondrais à un contradicteur qui connaissant le parcours que tu viens de m'exposer, dirait qu'il peut s'agir peut-être d'un athéisme de réaction comme il existe des conversions de réaction? Oui, mais ça c'est le niveau de la psychologie, moi j'en sais rien, c'est possible, oui. Mais comme il n'y a pas de théorie scientifique là-dedans, moi j'en sais rien, c'est possible, mais les gens peuvent faire ma psychanalyse s'ils veulent, mais moi, ma réaction c'est que j'en sais rien. Je sais bien que mes enfants, comme tu dis, sont indifférents. Mm-hmm. Enfin, il y en a un plus athée que l'autre. Ils le sont tous les deux, si tu veux, mais l'un est vraiment très indifférent et l'autre, il trouve quand même toute l'affaire très ridicule et il s'en moque un peu, quoi, comme moi. Le meilleur texte de mon point de vue, c'est Pourquoi je ne suis pas chrétien, Russell. D'accord, Ça, ouais. c'est un texte que je trouve très bon. Mais parce que là, mais là, de nouveau, il argumente, tu vois.
Je trouve que c'est plus respectueux d'argumenter avec les gens, de leur taper sur l'épaule en disant mon pauvre petit, ça te passera quoi. Je rebondis sur un autre auteur, mais qui alors lui est plutôt allé dans l'approche psychologique de la question religieuse, en tout cas dans la phrase que je vais citer, qui est Bakounine, et qui a écrit, je cite, les dispositions mystiques ne dénotent pas tant chez les masses une aberration d'esprit qu'un profond mécontentement du cœur. C'est la protestation instinctive et passionnée de l'être humain contre les étroitesses, les platitudes, les douleurs et les hontes d'une existence misérable. Alors est-ce que c'est un raisonnement paternaliste ou compassionnel? Pour moi, il y a trois types de critiques entre guillemets de la religion. Il y a la critique, si tu veux, rationaliste issue des Lumières, la critique, on va dire marxiste-freudienne, qui n'est pas une vraie critique, mais qui dit bon, ok, c'est des conneries, mais on va essayer de mettre à jour les soubassements psychologiques, sociologiques, etc. Et la phrase de Bakounine, c'est un exemple. Les phrases de Marx dans la critique de la philosophie du droit de Hegel, c'est un autre exemple. Hein, c'est le soupir, la créature accablée par le malheur, etc. Et une troisième critique, c'est la critique nietzschéenne, pour aller vite, mais que tu retrouves chez Onfray, qui est subjectiviste, tu vois, qui est cessez de me faire chier avec votre morale à la con, et voilà, tu vois, c'est un peu ça, quoi, tu vois, c'est dit en termes plus compliqués, mais en fin de compte, c'est ça ce que ça veut dire. Moi, j'ai envie de m'éclater et me faites pas chier avec votre morale. Mais tu vois, les deux dernières, entre guillemets, critiques supposent connu la question fondamentale de la vérité. Or, quand je parle avec les religieux, c'est évidemment de là qu'ils parlent. Ils ne parlent pas d'une morale. Ils disent, oui, mais c'est la morale parce que c'est dans la Bible, c'est dans le Coran, etc. Ou bien autre chose. Marx disait ça exactement la même chose, un critique de la philosophie des droits de Hegel, je trouve la fameuse phrase sur l'opium du peuple. Il dit, la religion, c'est la protestation contre cette vallée de l'âme qu'est la terre. Hein, c'est l'auréole c'est la, comment il appelle ça, l'âme d'un monde sans âme, l'esprit d'une époque sans esprit. Et il dit ça. Ben, ils peuvent le dire, mais tu vois, le problème, c'est, a-t-on vraiment une théorie de la religion? Moi, je ne dis pas qu'il y a raison, qu'il y a tort, je dis simplement qu'il y a une autre façon de penser à la religion que celle qu'on te sort sempiternellement avec soit Freud, c'est la névrose dans la civilisation, soit Marx, c'est l'opium du peuple, ou la version de Bakounine est tout à fait semblable à Marx. Quand tu vas en dehors de la phrase célèbre sur l'opium du peuple, c'est exactement l'opium du peuple, c'est ça, c'est le peuple a besoin de ça, tu vois, c'est parce qu'il est dans la misère qu'il a besoin de ça, mais le jour où il sera débarrassé de la misère, il n'aura plus besoin de ça. Et les mecs qui dirigent l'Arabie Saoudite, bon, tu me diras qu'ils ne sont pas sincères, mais ils ne donnent pas l'impression d'être dans la misère, pourtant ils sont assez religieux. Pour Marx, c'est une protestation contre cette vallée de l'âme, mais le jour où on a supprimé la vallée de l'âme, la religion va disparaître. Mais on n'en sait rien, parce qu'on ne comprend pas assez l'être humain. Tu vois, c'est une thèse ultimement, c'est une thèse sur la nature humaine, et moi je prétends qu'on ne comprend pas la nature humaine. Il y a une chose qui me chiffonne un peu dans ton argumentaire, c'est que ce besoin mystique qui est un peu dans certains de nos contemporains, tu le lis forcément à la nostalgie d'un régime passé, par exemple d'une théocratie ou de quelque chose comme ça. Comme si ça entrait forcément en contradiction avec le libéralisme politique. Ce que je n'aime pas chez les gens qui sont nostalgiques de la tradition, c'est qu'ils devraient faire la totale, vivre dans une madrasa, se faire taper dessus avec des coups de bâton quand ils récitent pas le Coran convenablement, aller vivre, être marié avec une belle-mère sur le dos qui utilise la religion pour te faire chier toute ta vie. Non, mais je suis brutal parce que j'ai des amis algériens, par exemple, tu vois, qui eux essaient de se battre pour vivre dans une société réellement laïque, ce qu'elle n'est pas du tout, parce que l'enseignement est complètement religieux, la religion domine, si tu veux, la société dans ces sociétés-là, et je parle de l'Algérie parce que c'est un pays nominalement plus ou moins laïque, mais ces gens-là, évidemment, tu vois, ils sont dans ma situation, comme moi j'étais, si tu veux, quand j'étais plus jeune. Maintenant je suis complètement libre, mais à un moment, eux sont moins libres encore que moi, mais j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens qui justement veulent échapper à cette omniprésence de la religion dans la vie civile, et ils ne sont pas les seuls, parce que tu as comme eu des mouvements laïques en Amérique latine, qui était un pays très catholique, maintenant ils le sont beaucoup moins. Parmi cette dissidence, est-ce que une certaine nostalgie, pas forcément la nostalgie d'un ordre pré-capitaliste dans le sens linéaire de l'histoire telle qu'elle a eu lieu, mais d'un ordre autre peut-être dans l'avenir, et
Et plus cette critique du matérialisme et ce recours mystique, est-ce que tout ça ne peut pas tout à fait s'accommoder de certaines idées que tu défends, comme ce libéralisme politique et l'idée de tolérance surtout? Est-ce que c'est pas radical de réfléchir un peu comme ça, par bloc? Est-ce qu'on peut pas jeter l'eau du bain en gardant le bébé? Les autres, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Ils veulent faire leur branlette intellectuelle et s'imaginer toutes sortes de trucs avec le mysticisme et tout ça, c'est tellement magnifique. Mais par ailleurs, ils vivent dans des sociétés construites sur des siècles de libéralisme et qui leur assurent toute la liberté de croire tout ce qu'ils veulent. Si tu es musulman dans un pays musulman, ou catholique, évidemment, à l'époque où les pays étaient catholiques, mais que tu es du mauvais, d'un mauvais secte ou d'une autre idéologie, tu as la huit au milieu des sunnites et des trucs comme ça, mais c'est pas très drôle. C'est comme si tu étais protestant. De nouveau, à l'époque où les gens prenaient les choses au sérieux, maintenant, justement, les protestants et les catholiques ne prennent plus les choses au sérieux, donc ils s'entretuent pas. Mais je veux dire, si tu prends les choses au sérieux, tu peux être très mal pris à partir du moment où tu es hétérodoxe dans une société traditionnelle avec une idéologie très forte, tu vois, plus ou moins totalitaire. Alors les gens qui ont cette nostalgie du passé, mais qui vivent ici, ils n'ont pas ces ennuis, évidemment. Eux ils peuvent croire au Bouddha, au Dalai Lama, tout ce qu'ils veulent, ils n'ont jamais d'ennuis, tu comprends, parce qu'ils ne vivent pas dans un pays. Si les catholiques étaient au pouvoir, et les catholiques, disons, pré-lumière, ben, ils seraient considérés comme des hérétiques. C'est très comique que bien qu'ils détestent mai 68 souvent dans la dissidence actuelle, c'est un côté 68 heures parce que, justement, ce qui est, pour moi, le gros défaut de 68, c'était justement cette apologie de l'irrationnel et tu vois, du subjectivisme et des trucs comme ça. Et ça, c'est le truc qui est un peu resté dans le mouvement écologique et qui me paraît ce qui est probablement le plus dommageable dans la pensée 68, dans le mouvement écologique, etc. C'est justement cet abandon du rationalisme et cette hostilité au rationalisme qui était peut-être alors confondu avec le matériel dialectique ou je ne sais pas avec quoi, c'est autre chose. Mais il y avait certainement une attitude antirationaliste et je la trouve, je ne vois pas à quoi ça mène politiquement parce que qu'est-ce qu'on veut mettre à la place les gens peuvent râler sur la laïcité, ils peuvent râler sur la loi sur le voile et des trucs comme ça ou les lois, tu vois, il y a des tas de trucs anti-laïques qui se disent, enfin pour moi qui sont anti-laïques et qui se disent laïques. Je comprends qu'ils râlent là-dessus, mais si on parle vraiment de la laïcité, on veut vraiment la supprimer, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Une région d'État, laquelle? La dissidence dont on parle, et que je ne classe pour ma part surtout pas à l'extrême droite, a gardé dans sa rhétorique un ou deux éléments qui sont vraiment hérités de la gauche, voire du gauchisme. C'est la notion dont tu parlais avant, la notion de système. Et la notion de système, elle invite quand même à avoir cette vision un peu globalisante, totalisante d'un ennemi qui serait solidaire dans toutes ses parties, qui serait un. Donc de là, il y a toujours le risque d'une vision complotiste simplificatrice. Je pense pas que ce soit le cas, même si, à mon avis, et c'est là où on n'est pas forcément d'accord, moi je pense assez comme Michéa que le libéralisme est un Janus à deux visages, un ruban de Möbius. Certains iront évidemment beaucoup plus loin en liant absolument tous les maux de ce monde à un objet, à comment dire, à une volonté unique. Le problème que j'ai avec Michéa, c'est que d'abord, il ne veut pas faire cette distinction entre les deux formes de libéralisme. En fait, comme il aime bien Orwell, et que Orwell est un libéral politique, il est libéral politique lui-même et il admet mezzo voce parfois, mais il ne fait pas cette distinction conceptuelle. Et alors, en plus, il confond le libéralisme, si tu veux, classique du 18e ou même Locke, etc., avec tout ce qui s'est passé depuis mai 68. Et 68, comme je t'ai déjà dit, c'est compliqué parce qu'il y a des aspects antilibéraux aussi dans cette réaction et surtout des aspects antiscientifiques. Et puis alors, quand ça s'est institutionnalisé, mais ça c'est comme toutes les révolutions, quand ça s'institutionnalise, ça ne devient pas très joli. Et donc l'esprit libertaire de 68, il a vachement disparu dans les lois Guesso, les lois qui ont été approuvées par des gens qui étaient issus de 68. Ça c'est autre chose, ça je ne conteste pas. Mais je veux dire, tu vois, ce sont des trucs qui sont devenus très, comment dirais-je, très discutable du point de vue du libéralisme, ce qui s'est passé après 68. Et alors évidemment, il y a le problème de l'immigration, ça c'est un problème compliqué. Mais alors, évidemment, lui, il voit ça, tu vois, il voit le nomadisme, etc. Mais les gens des Lumières, ils ne pensaient pas au terme de nomadisme. Ça forme un tout, tu vois. Ça, c'est toujours leur truc, ça forme un tout. Donc, le libéralisme, la liberté des mœurs, je sais pas, les OGM, les firmes pharmaceutiques, tout ça, les trucs en Ukraine, tout ça, ça forme un tout. Mais moi, je suis pas d'accord que ça forme un tout. Et je pense qu'il faudra avoir un programme minimal de choses qu'on trouve importantes. Et puis, si on trouve important le mariage pour tous, c'est que c'est ça qu'on veut combattre. Ou
la théorie du genre, ben c'est leur affaire, mais moi, c'est pas ma priorité, quoi. J'écoutais justement la conférence d'Alain Benoît qu'il a faite, qui est sur le site d'égalité et réconciliation, qu'il a faite pour un cercle royaliste sur le libéralisme. C'est assez intéressant, c'est comme toujours avec Alain Benoît, il y a une énorme culture, il y a beaucoup de références, il a beaucoup lu. Mais alors, quand il généralise, il a cette erreur qu'ont tous les philosophes, si tu veux, de venir avec des concepts abstraits, donc je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire, et j'ai le même problème avec Michel, avec le libéralisme et tout ça. Tu vois, le libéralisme politique, moi je le défends, je crois que tu le défends aussi, tout le monde le défend, parce qu'il n'y a personne qui a envie d'un régime, à part peut-être Madame Marion Sigaud, je ne sais pas, mais qui veut un retour à la monarchie absolue, qui veut une dictature, ou qui veut un régime fasciste. Quand on voit ce que ces régimes étaient, je ne parle pas d'Auschwitz, c'est pas ça la question, qu'on regarde l'embrigadement de la jeunesse, la discipline qui était imposée, etc., y compris les guerres, évidemment, c'est simplement comme ça qu'on a envie de vivre, c'est pas ça l'alternative qu'on cherche. Prends par exemple le film que j'aime beaucoup, L'Esprit de 45 de Ken Loach, sur la victoire des travaillistes en Angleterre en 45. Ben, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'ils ont fait, on peut trouver qu'ils n'auraient pas dû faire, on peut même être critique d'un point de vue libéral économique de ce qu'ils ont fait, mais ils ont nationalisé une grande partie de l'économie anglaise. Ils ont créé la sécurité sociale, ils ont créé le service de santé publique, ils ont été un des premiers à le faire. Les Suédois ont fait des choses semblables. Et d'une certaine façon, ça a créé cet État-providence qui existe encore, que les libéraux voudraient peut-être détruire, mais qui existe. Mais les gens qui ont fait ça, ils étaient totalement libéraux au point de vue politique. Tu vois, quand il y a eu la campagne en 45, ben, Churchill a fait imprimer des quantités de copies du livre de Hayek, La route de la servitude, qui était en fait une attaque contre les travaillistes anglais. Mm-hmm. Et il a distribué ça, mais les travaillistes anglais n'ont jamais pensé à interdire ce livre. Maintenant, Valls, il veut interdire le spectacle que Dieu donné, mais tu vois, la différence est énorme. Valls est libéral, entre guillemets, au point de vue économique, parce qu'il n'a plus rien de socialiste au sens des travaillistes anglais. Est-ce qu'il est libéral au point de vue politique? Il l'est moins que ces types qui, soi-disant, allaient vers la servitude. Moi, je me considérerais comme démocrate, j'appelle démocrate, voire démocrate radical. C'est peut-être ce que tu appelles le libéralisme politique, mais je pense que le terme de démocratie conviendrait mieux et qu'elle s'inscrit dans un autre champ lexical. Comme je suis assez allergique à ce terme de libéral, j'avais jamais pensé à lui donner cette définition-là dans l'aspect politique de la chose, et j'ai toujours plutôt parlé de démocrate, mais je vois que ça recoupe un peu, philosophiquement, ça recoupe quelque chose de très proche. Moi, je ne suis pas mécontent de l'aventure moderne. Je ne suis pas mécontent de l'abolition de l'esclavage, de l'extension de la démocratie, même si elle est très formelle et insuffisante, de l'égalité homme-femme, qui n'existait pas avant et qui a pris longtemps pour exister. Quand je défends la liberté d'expression, je les défends d'un point de vue moderne. Je ne dis pas, oh, mais c'était mieux sous Louis XIV, je ne pense pas. Marx, par exemple, si tu lis les écrits de jeunesse de Marx, mais il n'a pas changé fondamentalement, il est un enfant des Lumières et il est un succès. Il est pour la liberté d'expression, par exemple, des trucs comme ça. Il serait peut-être pour une démocratie plus directe, ça, surtout chez les anarchistes, ça on peut discuter. Mais tu vois, il y a toute une tendance, dans Éléments particulièrement, mais évidemment aussi historiquement, qui est ce que Marx et Engels appellent dans le manifeste le socialisme féodal. Ils pensaient à Carlyle à l'époque, c'est-à-dire des gens qui critiquent le capitalisme au nom d'une conception, tu vois, réactionnaire, féodale, tu vois, qui critique le capitalisme pour revenir en arrière, pour abandonner les acquis du libéralisme politique et revenir à une société organique, diront-ils, tu vois, mais organique, moi je veux bien qu'elle soit organique, mais je veux pas qu'elle soit imposée par l'État, tu comprends, ou par l'Église. Or, les sociétés organiques sont souvent imposées par des autorités de ce type-là, sinon les gens peuvent s'associer comme ils veulent, dans les clubs de foot, dans tout ce qu'ils veulent, il n'y a personne qui les en empêche, mais que ce soit libre et que ce ne soit pas imposé par en haut. C'est ça le libéralisme politique pour moi. Moi j'ai lu Michel aussi, mais parfois il me tombe des mains parce que, tu vois, il dit oui, ils ont résolu le problème des guerres de religion. C'est pas un détail, les guerres de religion. T'as qu'à les promener en Syrie ou en Irak pour voir que c'est pas un détail. Et évidemment, ça a ensanglanté l'Europe pendant 150 ans, ces guerres de religion. Et aujourd'hui, maintenant, si tu prends la société française, justement, toutes les lois antilibérales que je dénonce dans mon livre nous amènent à une sorte de guerre de religion entre sionistes, entre guillemets, et musulmans, entre guillemets. Tous ces gens, tous ces sionistes, etc., sont anti-lumière à crever. Et chez BHL, c'est très explicite. Maintenant, évidemment, cet imbécile vient de faire un article dans Le Monde en disant c'était Marine Le Pen, l'alliée des dictateurs, elle veut mettre fin à nos institutions, abolir notre constitution, etc. Il dit c'est l'anti-France. Mais vous voyez ou quoi, c'est lui l'anti-France. Il a écrit des tas de livres
qui sue la haine de la France, de la République, de tout ce que tu veux. C'est un type ultra. C'est pas un libéral du tout pour moi. Pourtant, sa rhétorique Enfin, à lui est quand même celle des Lumières, très clairement. Enfin, c'est peut-être des mots creux, mais disons, il se gargarise de ces notions-là. Il s'en gargarise quand c'est pour taper sur le musulman, mais Oui. dans d'autres textes, non. Hein. Si tu lis les textes de BHL, c'est pas ça. Non, c'est Jérusalem contre Athènes, tu vois, c'est l'ancrement. Il est dans les études lévinassiennes avec ce type le disciple de Sartre, là, Béni Lévy. Hein. Comment il s'appelle, Lévy. Oui, Béni Lévy, qui est devenu un type complètement talmudique et tous ces trucs-là. Tu serais étonné quand tu lis en détail. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu en détail parce que ça m'énerve. Mais quand tu lis BHL, tu ne trouves pas du tout un type proche des Lumières. BHL, c'est anti-lumière, mais ça a crevé. Hein. BHL, il dit la lumière, c'est la Gestapo qui manie la torche. Et c'est le résistant qui est dans l'ombre. Tu imagines quelle métaphore. Mais pour lui, c'est ça, les lumières, c'est pour l'inquisiteur, tu vois. Et dans ce sens-là, il est lié par divers fils à Arendt, à Foucault, à toute la tradition de réactionnaire allemande de l'après-guerre qui se retrouvait après en France. Il n'y a pas tellement de gens qui sont... Pour moi, évidemment, il n'y a pas tellement de gens qui sont des disciples des Lumières en France. Hein. Il est autant un disciple des Lumières que Brejnev est un disciple de Marx, quoi. Cet esprit des Lumières et ce libéralisme politique, pour reprendre ton expression, comment tu les définirais brièvement pour qu'on sache vraiment de quoi on parle? Les Lumières sont divisées. Il y a des Lumières réformistes et radicales déjà à l'époque. Et pour moi, elles anticipent l'opposition entre libéralisme économique et ce qu'on a appelé le libéralisme à partir du 19e siècle et socialisme. Mais, par exemple, tu vois, j'ai des amis espagnols qui disent « je ne devrais pas dire libéralisme, je devrais dire républicanisme ». Bon, moi, je ne suis pas physicien. Je suis physicien, je ne suis pas théoricien des idées, etc. Je m'y retrouve à ma façon et j'ai ma propre compréhension des choses qui est basée sur la lecture de Russell, de Chomsky, des gens comme ça, surtout. Mais Chomsky, évidemment, il explique toujours comment le socialisme émerge naturellement du libéralisme parce que tu veux défendre l'individu contre le pouvoir. Tu vois, le pouvoir, c'est évidemment, à l'époque des Lumières, c'est la monarchie et c'est l'Église. Mais après, ça devient le grand capital, mais il n'y avait pas à l'époque, à ce point de grand capital, il n'y avait pas cette exploitation forcenée des travailleurs, etc. Et donc, voilà. Puis alors après est venu l'impérialisme. Alors le XXe siècle, on est dominé par la question de l'impérialisme, et ça, c'est une autre dimension, si tu veux, que celle dont on parle de l'affrontement socialisme-libéralisme. Mais je garde, pour moi, l'esprit des Lumières, c'est effectivement mettre en question l'autorité, et tu vas mettre en question le pouvoir. Dans ce sens-là, évidemment, il existait déjà chez les Grecs, évidemment, il y a toujours eu une espèce de lutte, mais les sciences, pour moi, ont renforcé cette possibilité de critique de l'idéologie, de la... Bon, mais évidemment, tu vois, par exemple, moi, je ne pense pas que les Lumières ont jamais pris le pouvoir, tu vois, de façon stable. Je ne pense pas qu'on a... Moi, pour moi, les Lumières, telles que je les vois, sont toujours critiques, tu vois, c'est pas... Les gens attaquent les Lumières parce que le pouvoir se réclame des Lumières, mais comme je dis, ils se réclament des Lumières comme Brejnev se réclamait du socialisme. Ce n'est pas... pour moi, c'est vraiment tout à fait... L'analogie est parfaite. Pour moi, les Lumières restent un esprit critique par opposition à cette concentration du pouvoir qui est entre les mains des gens et qui ressemble assez bien à ce qu'était le pouvoir de la monarchie ou de la féodalité. Le travail, si tu veux, qui a mené à la situation actuelle, c'est le travail de l'esprit des Lumières contre leurs adversaires, c'est-à-dire contre tous les réactionnaires, contre tous les féodaux, tous les monarchistes, etc., etc. Pour moi, c'est important d'avoir cette conception, si tu veux, que tu cherches un au-delà du capitalisme, pas un retour en arrière, que tu n'es pas dans la nostalgie. Maintenant, je suis d'accord que dans l'état, comment dirais-je, dans lequel nous nous trouvons, où cet au-delà, si tu veux, d'abord il a été confondu avec l'URSS, qui était une erreur, puis avec la disparition de l'URSS, on a décidé qu'il n'y avait plus d'au-delà, et donc à cause de cela, je comprends que les gens se tournent vers ce qu'on appelle le socialisme féodal, que moi j'aime bien l'expression socialisme féodal, c'est-à-dire une critique du capitalisme, mais qui est en fait une critique de la modernité et des Lumières. Mais que Marx avait lui-même articulé à certains moments sans prendre parti pour, mais en reconnaissant que la justesse de cette nostalgie, il en parle même dans le manifeste du Parti communiste, en parlant sa fameuse phrase sur les eaux glacées du calcul égoïste qu'il opposait à la nostalgie d'un ordre féodal avec un lien social plus fort. Je pense que de nouveau, c'est son côté philosophe qui généralise beaucoup trop. C'est pas vrai, les familles n'ont pas disparu, il y a encore des clubs de foot, les gens font des balades en vélo, il y a toutes sortes de groupes qui se forment, qui se déforment, etc.
Simplement, ils ne sont pas imposés par la religion ou l'État, mais c'est pas du tout vrai que l'homme a cessé d'être grégaire, qu'il est complètement individualiste, qu'il passe son temps au supermarché, etc. Tout ça, c'est une vision ultra simplifiée de l'existence réelle des gens dans le monde moderne, à New York, à Paris, dans les villes les plus modernes, à Genève, etc. Moi, je pense que c'est très simplifié. D'accord, oui. Et donc, je pense que si tu regardes réellement tes contemporains, et tu verras qu'ils ne sont pas tous assoiffés de profit, qu'ils ne pensent pas que du matin au soir à eux-mêmes. Oui, tu as des types comme ça qui sont des types pathologiques, qui sont peut-être les traders et des gens comme ça. Mais l'immense majorité des gens ne sont pas comme ça. C'est marrant parce que même la gauche antilibérale ne fait pas cette distinction, elle ne fait jamais cette distinction. Et en pratique, elle est très antilibérale, même dans le sens où moi j'entends le terme, parce qu'elle est très, tu vois, elle aime bien la censure, dénoncer le Oui, fascisme, oui. etc., etc. Et en fait, elle est très antilibérale dans sa façon de penser. Quand je t'ai dit, tu vois, quand je t'ai dit, je suis venu en Suisse parler de liberté d'expression, la question palestinienne, les liens entre les deux, et des tas de tes compatriotes, évidemment, d'extrême gauche, qui n'ont pas voulu, enfin, ils m'ont pas empêché physiquement de venir, ils m'ont dit, il faut pas l'inviter, il faut pas qu'il vienne, etc. Pourquoi vous n'avez pas discuté avec lui, pourquoi vous n'avez pas posé des questions, etc. Ce à quoi je suis prêt de répondre, ils sont pas venus, ils n'ont rien dit, ils ont pas, tu vois, et j'ai dit à mes amis suisses, mais écoutez, demandez-leur, je répondrai à leurs objections s'ils ont des objections. Le problème, c'est que le gauchisme français, et puis suisse et belge, on va dire francophone, est terriblement autodestructeur, tu vois. Hmm. Il est terriblement dans la haine des fascistes, des racistes, des antisémites. Il a avalé tout ça à un point, si tu veux, délirant, ce qui fait qu'il est incapable de discuter, de réfléchir, etc. Tu vois. Et alors, il y a ce côté que j'appellerais le mauvais anarchisme, qui est vraiment le rejet de la société, le rejet de tout, c'est tous des cons, sauf moi, bien sûr. Et alors, c'est ce truc un peu infantile qu'il y avait aussi, évidemment, en 68, il n'y avait pas que ça, mais tandis que moi, je serais plutôt pour des mouvements, mais je ne les connais pas très bien, comme les Indignados en Espagne, ou des trucs comme ça, qui pourraient essayer de créer des mouvements de masse sur une base de gauche, mais évidemment pas la gauche de Fabius qui reproche aux États-Unis de ne pas bombarder la Syrie, quoi. Évidemment, ni la gauche de Cohn-Bendit, évidemment, ni même la gauche du NPA qui est devenue une plaisanterie. Tu vois. Et tu penses que ces mouvements indignés ont une base doctrinale assez solide? Parce que de l'extérieur, c'est pas l'impression qu'on a. Non, je pense pas qu'ils l'ont non plus. Mais personne n'en a, tu vois. Et personne n'en a. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que la vieille gauche, celle qui avait avant 68, à la fois dans la version social-démocrate et communiste, a seulement disparu. Les noms sont restés, mais ils ont disparu. Et rien n'est venu les remplacer. L'écologie politique, c'est une plaisanterie. Ça n'a pas une base de masse. C'est vraiment un mouvement petit bourgeois. Et ça, c'est la seule doctrine, si tu veux, qui a remplacé plus ou moins l'ancienne gauche. Le malheur du XXe siècle, c'est le succès du bolchevisme et qui est lié à la guerre de 14, parce que la guerre de 14 a permis la prise de pouvoir par Lénine, et la prise de pouvoir par Lénine a donné, comment dirais-je, un bonus inouï au sectarisme. Après, les successeurs sont devenus très, tu vois, les différents groupuscules trotskistes, tu vois, toutes sortes de trucs dogmatiques, etc. Et d'une certaine façon, tous ces groupes attendent une révolution, comme il y en a eu à cause de la guerre de 14, mais il faudrait une nouvelle guerre de 14 pour créer les conditions d'une telle révolution. Ce que je trouve pas souhaitable. Et sinon, tu as un éclatement, tu as encore des groupes gauchistes qui sont plus ou moins dans une vision très utopique et très ineffectuelle des choses. Et sinon, tu as des tas de gens qui sont passés par la Mitterrandie, à travers la Mitterrandie, à l'économie de marché. Mais bon, c'est pas juste le petit commerçant du coin qu'on défend, hein, c'est vraiment, comme tu dis, la financiarisation de l'économie et tout le bazar, tout ce qui va avec, la construction européenne, les guerres humanitaires, l'OTAN, tout le bazar, tu vois. Et donc là, on a vraiment créé une gauche. En fait, moi, je résumerais ça comme ça. On a une gauche d'extrême droite en France, à laquelle répond une extrême droite qui est parfois de gauche, mais pas tout le temps. Jean Bricmont, ben, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et donc, je te souhaite donc bonne continuation pour la suite, en rappelant que ton dernier livre, La République des censeurs, publié aux éditions de Lerne, est normalement toujours disponible en librairie et sur Internet. Merci beaucoup, David.